Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur les diplômes. Les diplômes, les gens qui sont extrêmement bardés des diplômes en Afrique. Les diplômes, les cursus universitaires de nos dirigeants africains servent-ils encore à quelque chose? Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités de marque. À ma droite, j'ai Monsieur Parfait Yannick Bondoubou. Bonjour. Bonjour, vous êtes juriste en droit des affaires et fiscaliste. Absolument. Homme politique également. Vous allez parler de la politique aussi, parce qu'on parle des hommes politiques, bardés des diplômes comme vous d'ailleurs, et on va savoir pourquoi l'Afrique ne marche-t-elle pas. Bonjour à vous. Bonjour. À ma gauche, nous avons Monsieur Kara Soli. Vous êtes rédacteur en chef du magazine en ligne afriquenouvelle.com. Vous êtes également journaliste, reporter à Zion TV International. Donc, vous êtes aussi accrédité dans les grandes institutions ici en France. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ma première question se situe, bien entendu, à un homme politique. Je vais commencer avec l'homme politique et puis on va terminer avec le journaliste. Alors, monsieur Parfait Yannick Bondoubou, dites-moi, vous faites de la politique? Oui, absolument. La politique politicienne? De la politique pragmatique et responsable. Comment situez-vous la politique pragmatique et responsable? C'est celle qui consiste à être très objectif sur les difficultés que traversent les populations africaines et donc les populations qui font aussi partie de mon pays, le Congo-Brazzaville, et avec cette idée qu'il faut être une force de proposition pour aider, en tout cas, le gouvernement en place à faire ce qu'il faut, à légiférer, à réglementer, pour que dans les différents secteurs et domaines économiques du pays, qu'il y ait des résultats probants et que ça profite véritablement au panier de la ménagère de manière directe. Alors, parler de la politique du Congo-Brazzaville, il y a eu référendum au Congo-Brazzaville. Ça a été bien entendu décrié par la communauté internationale, soutenu un tout petit peu au bout de lèvres par la France. Dites-moi, on veut modifier la constitution partout en Afrique pour s'éterniser au pouvoir? À titre personnel, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Ce n'est pas une solution qui aiderait, au fond, les pays africains à se développer. Et nos dirigeants africains devraient l'intégrer et comprendre que l'alternance, c'est vraiment une chose qui est importante et qui doit permettre aux partis politiques de pouvoir se positionner et d'avoir, lorsque c'est leur tour de diriger le pays, de faire des propositions qui soient fortes et pour aider les populations. Donc oui, véritablement, sur le principe de la nécessité de modifier une constitution pour se maintenir au pouvoir, j'y suis fermement opposé. Ma position a toujours été connue. J'ai d'ailleurs là-dessus adressé de manière directe comme indirecte plusieurs correspondances au président de mon pays à moi. Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso. Je ne sais pas si ce sera entendu. On verra bien. On verra bien. Et alors, monsieur Kara Soli, alors, on regarde l'intitulé de notre émission aujourd'hui, les diplômes, cursus universitaires. Et nos dirigeants sont bardés de diplômes, sont sortis de grandes écoles ici. Pourquoi l'Afrique ne marche-t-elle pas? Merci Roger pour ce sujet qui est quand même un sujet intéressant. Et effectivement, donc, un certain nombre de dirigeants, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont tous bardés de diplômes, hein. Il y en a ils ont des parcours différents. Donc, il y en a qui ont des parcours classiques et d'autres sont sortis de grandes écoles, comme par exemple l'Ivoirien Alassane Ouattara, qui a quand même occupé des fonctions importantes dans les instances internationales. Mais sur le sujet, donc, oui, effectivement, donc, si c'est le diplôme qui fait développer un pays, et bien entendu, l'Afrique doit être plus développée que ça. Et, parce que la plupart d'entre eux ont quand même des cursus universitaires. Mais malgré tout ça, notre continent reste quand même à la traîne. Et cela n'est pas quand même la faute au diplôme, mais c'est aussi la pratique. Parce qu'en général, la démocratie, c'est 50% de texte, mais aussi 50% de pratique, de façon de faire et de façon de gouverner. Donc souvent, même si les dirigeants eux-mêmes n'ont pas de diplôme, mais ils sont quand même entourés de gens qui sont bardés de diplômes et malgré tout ça, donc les pays ne se développent pas. Donc, Alors on peut observer au niveau de l'Afrique, on regarde ce qui s'est passé en Afrique, qui se passe encore en Afrique. Les gens comme Senghor ont montré l'exemple, ils ont été au pouvoir, ils sont partis. Et pourquoi les autres qui, au demeurant, ont bien entendu l'expérience, l'expertise, veulent s'éterniser au pouvoir?
De mon point de vue, je pense qu'il y a là-dessus plusieurs variantes. Il y a d'abord, en tout cas, entre autres des variantes, il y a la question du fait de s'être habitué à la fonction présidentielle. Ça va avec un certain faste, un certain luxe, certains honneurs. Il y a un train de vie qui n'est pas facile à renoncer. Voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect, mon collègue venait de le dire tout à l'heure, qui est celui de l'entourage. Ce qui se constate en Afrique, malheureusement, encore une fois, c'est que nous avons essentiellement des chefs d'État dont j'aime à penser que pour la plupart, ils veulent bien faire, sauf qu'ils sont comme ça environnés par un entourage qui, bien souvent, lui, veut rester dans le milieu, dans la sphère, au-delà du mandat du chef de l'État qui en est à son dernier mandat. Donc oui, ça complique les choses, ça ne les rend pas simples. Il y a aussi d'autres pays où nos chefs d'État ont commis des faits qui sont extrêmement graves, répréhensibles, des exactions sommaires, détentions arbitraires, emprisonnement, intimidation. Évidemment, tout ça, ça n'aide pas, puisque de manière directe ou indirecte, il y a des personnes qui décèdent dans ces prisons-là. Il y a des opposants qui n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Et c'est dommage, parce que ça vient en valorisation, justement, du rapport alternatif en politique. Et donc, au final, on a, pour une certaine part, ces chefs d'État-là qui considèrent que renoncer au pouvoir, ça correspondrait à redevenir un citoyen ordinaire, et donc, de facto, quelqu'un qui serait exposé à d'éventuelles poursuites judiciaires. Bon, donc, c'est là aussi où le bas blesse. Donc, il y a visiblement, je pense, nécessité de légiférer sur nos constitutions africaines pour permettre, et c'est un aspect qui est discutable, mais c'est mon point de vue, pour permettre une phase transitionnelle d'un chef d'État qui a été là, qui doit céder le pouvoir parce que visiblement il ne gagnera pas, il est au bout de son mandat, il y a un manque de vision, il a en face de lui un adversaire qui est plus percutant. Donc peut-être qu'au niveau de notre constitution, on devrait mettre en place un principe qui permettrait de mettre en place une transition plus douce, j'ai envie de dire. Alors, on revient quand même par rapport au cursus, au background. C'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour montrer aux yeux de la communauté internationale, aux yeux, bien entendu, du monde, qu'on a la matière et qu'on n'a pas besoin de diplôme pour mener à bien ces affaires politiques, cette affaire où on veut mettre les diplômes en avant souvent. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de diplômes pour mener à bien une politique d'un pays? Oui, alors donc effectivement, tu as tout à fait raison, parce que si on constate par exemple l'histoire d'un certain nombre de pays, par exemple même pour la France, si on voit le général de Gaulle n'est pas sorti de l'ENA, mais il a quand même consolidé la Constitution française, c'est lui qui était le père de la Ve République, et puis aussi surtout... Le père de la Ve République, non. Oui, c'est-à-dire donc le concepteur de la Ve République. Donc, on peut dire que le diplôme n'est pas quand même cette panacée que c'est quand on est diplômé qu'on peut mieux faire ou qu'on peut exceller dans un domaine. Donc il y a aussi des chefs d'État, même en Afrique, qui ont quand même obtenu de très bons résultats, mais qui n'étaient pas quand même bardés de diplômes. Mais si on voit aussi ceux qui sont certains chefs d'État qui sont bardés de diplômes, mais qui ont mal gouverné leur pays. Par exemple, Robert Mugabe, qui est l'un des chefs d'État africains les plus diplômés. Donc, 6 diplômes pratiquement dans les domaines les plus importants, comme le droit, l'administration et l'économie. Lui-même, des fois, de façon ironique, il disait qu'il a un 5e diplôme, qui est le diplôme de la torture. Donc... en provoquant les Britanniques. Donc, du coup, ça veut dire que le diplôme n'est pas indispensable pour diriger un pays. Et comme je le disais tout à l'heure, que la démocratie ou la pratique de l'État, c'est aussi 50% de texte, mais aussi 50% d'attitude, de manière de faire. Voilà. Alors, on peut observer par rapport, il y a eu 3 rapports commandés par la France au regard de ce qui se passe en Afrique. Le rapport Bockel, le rapport Védrine, le rapport Attali. Et
au regard de ce rapport, on se rend compte que l'Afrique est dirigée de l'extérieur, ou c'est dirigé par rapport aux intérêts qu'on connaît, où c'est impulsé par des gens qui sont sortis de moule ici, l'ENA, etc. On voit l'histoire des Insous qui devient Premier ministre au Bénin. Alors, pour vous, ces rapports, c'est pour donner une impulsion ou simplement c'est pour caporaliser encore plus de l'économie en Afrique? Alors, je considère que ce sont des rapports qui devraient être du domaine consultatif et qui ne concernent, ma foi, que le pays qui en demande la délivrance. Ça n'a pas à avoir d'influence ou d'incidence sur la politique africaine. Malheureusement, c'est le cas. C'est technique. Ouais, c'est technique. Donc, au regard de cela, il faut avoir des gens bardés de diplômes pour essayer de décrypter cela. J'ai lu ces rapports, c'est indigeste. Ah, ça, j'imagine bien. Alors, ceci dit, parce que la vraie thématique, c'est celle-là. Oui, voilà. Qu'est-ce que nos chefs d'État font de leur diplôme pour faire avancer le voilà, continent? C'est pour ça que je parlais de ces rapports, d'ailleurs. Corrélativement aussi, on se retrouve à avoir des rapports qui sont délivrés par l'Occident, précisément la France, comme pour dire « vous gérez mal vos pays, voilà ce qu'il faut faire ». Ça prouve bien qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de volonté politique, il y a un problème d'équitabilité et de justice sociale. Voilà, moi, ce que j'en pense. Il n'y a pas de problème précaré quand on regarde ça. La France veut toujours préserver c'est précaré. Oui. Et donc ces fameux rapports, donc les trois rapports qu'on appelle rapports Védrine, Attali et Bockel. Et donc d'abord, si on voit le but, l'objectif principal de ces rapports, c'est d'abord défendre les intérêts de la France. D'accord. Et donc ces rapports étaient faits pour alerter à la fois les entreprises françaises, mais également l'État français, que leur précaré est en train d'être occupé par d'autres pays émergents, notamment l'Inde, la Chine, le Brésil et même la Turquie. Et puis aussi l'ancien directeur des fonds d'investissement, qui était Lionel Zinsou, et qui est actuellement le Premier ministre du Bénin. Donc, et ces rapports, donc, c'est pour d'abord défendre les intérêts de la France. Bon, mais le rapport Védrine, quand même, a donné quelques orientations, parce que c'est un rapport, quand même, qui est fait par des capitalistes purs et durs, hein, pour orienter les entreprises africaines au nombre, ils en ont recensé 2000, pour qu'ils puissent être capitalisés au niveau des bourses. Voilà. Je vais revenir vers vous. Je me retourne vers notre juriste. Je reviens encore par rapport à la thématique. On se rend compte qu'en fabriquant, en commandant ces genres de rapports, en envoyant ces rapports en Afrique, parce qu'il faut l'envoyer vers l'Afrique, montrer aux dirigeants africains de suivre ces rapports. C'est comme l'histoire de la COP21 aussi. Voilà, c'est pratiquement la même chose. C'est de caporaliser, de passer par d'autres moyens pour diriger l'Afrique. Est-ce qu'on est incapable aujourd'hui, avec nos diplômes, de gérer l'Afrique ? D'abord, avec votre diplôme à vous d'ailleurs, est-ce que... J'aimerais revenir sur l'aspect dont nous venions de parler à l'instant. Ces rapports-là, moi, j'en déplore la contenance, parce que j'imagine bien que l'essentiel du contenu est destiné à préserver les intérêts des Français à l'étranger. Il serait bon aujourd'hui qu'on ait des rapports qui impulsent une synergie et un rapport de partage des gains par rapport aux richesses qu'il y a en Afrique, mais que ce soit fait de manière équitable. Voilà. Il faudrait qu'on ait demain des rapports qui disent, voilà, l'Afrique a tel problème. On les liste et on dit, voilà comment vous pouvez les résoudre. Et voilà comment nous, Français, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait, malheureusement. C'est pour ça d'ailleurs que ces rapports-là, dans les 3/4 des cas, ne sont pas suivis. Quand on voit comment les dirigeants africains gèrent leur pays, on se rend bien compte que ces rapports-là n'ont aucun lien avec la gestion. Avec la gestion. Alors, la gestion, on reste toujours avec la gestion. Vous n'avez pas répondu à cette question. Avec votre diplôme, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous êtes un homme politique. Vous allez rentrer en politique au pays, enfin, faire la vraie politique politicienne ou la réelle politique, si on veut, à l'arrivée, devenir ventripotent. Alors, il y a une différence quand même entre ceux qui ont des diplômes et qui veulent bien faire les choses et ceux qui les ont et qui ne veulent rien faire. Est-ce que c'est pas le système? C'est un système, évidemment. Si on parle de la question des précarés, ça existe depuis bientôt 50 ans. Voilà. Bon, donc ce sont les systèmes qui sont là, qui se sont enracinés avec des méthodes de gestion très opaques, très contestables, mais qui font que, comme l'opinion internationale ne s'en émeut pas outre mesure, le système continue à perdurer.
Alors, visiblement, il y a une nouvelle génération politique qui est en train d'arriver sur le continent, qui a une autre vision des choses. Vous allez aborder le sujet. Qui a une autre perception de la situation. Vous parlez de la jeunesse. Absolument, la jeunesse qui a une double vision occidentale, vision de l'émergence africaine. Africaine, absolument. Donc, nous, on vient avec cette idée de dire, par rapport à la globalisation économique du monde, l'Afrique ne doit plus rester à la traîne et ne doit plus être dans cette affaire de précarité avec la France. Si je prends le cas de l'Afrique francophone, notamment, avec le franc CFA, on peut aussi en parler, c'est un sujet qui est important. Donc il faut en sortir de ces situations-là. Mais pour en sortir, il faut qu'on ait un véritable rapport de force avec les Occidentaux. Puisqu'on ne peut pas nous dire, d'un côté, vous êtes l'économie qui tire le monde. Nous dire 60% de la jeunesse africaine a en moyenne 25 ans, et parallèlement nous dire, par contre, les systèmes extrêmement critiquables et tyranniques qui sont en train de faire du mal en Afrique, on ne peut rien faire. Au bénéfice du principe de la non-ingérence. Ce n'est pas logique. C'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir s'asseoir avec la nouvelle classe dirigeante africaine qui est en train de monter et les Occidentaux pour dire, parlons-nous et essayons d'aller à un rapport équitable sur le volet économique, social et politique qui soit plus respectueux des vertus et des cultures des uns et des autres. Alors, vous allez répondre à cette question. Écoutez bien la question que je poserai à un autre juriste. La France positionne maintenant les énarques en Afrique, met encore de grandes écoles d'administration en Afrique. Alors, c'est pour mettre leur opinion, leur... J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et c'est justement ce que moi je déplore, c'est que d'un côté, sur le plan de la politique africaine, on a désintéressé complètement la jeunesse africaine. Les 2/3 des Africains qui ont en moyenne entre 18 et 30 ans ne s'intéressent pas à la politique de leur pays. Moralité de l'histoire, on a des Occidentaux qui veulent continuer à investir chez nous, mais ils veulent le faire avec leur main-d'œuvre à eux. Et ce n'est pas normal. Moi, je suis pour qu'il y ait un transfert de compétences sur le sol africain, avec un véritable accompagnement qui permette aujourd'hui à des jeunes Africains de diriger des entreprises, d'être au conseil d'administration. Voilà. Alors, la question. Bien sûr que... On pose leur pion pour pérenniser, pour... Oui, absolument, parce que s'ils mettent les grandes écoles comme l'ENA, qui est aussi décriée ici, parce qu'on décrit les énarques, et donc c'est justement pour faire exactement la même chose en Afrique, et des gens qui sont très loin de la réalité, qui sont loin du terrain, et qui veulent tout simplement gérer de la façon, comme on dit, de la façon, entre guillemets, énarque. Et donc là, c'est pas du tout, ça correspond pas à nos façons de faire. Est-ce qu'on peut transposer la manière de gérer l'Europe qui a failli? Aujourd'hui, on le voit, hein, avec la récession. Est-ce qu'on peut le transposer? Voilà, on peut. Non, du tout, c'est pas possible. Non, parce que là, on voit que l'Europe a atteint ses limites. Hein, et donc l'Afrique qui est en mouvement, donc qui se développe, qui cherche sa voie de développement, l'Afrique doit chercher sa propre voie de développement. Ça, on l'a toujours dit. Donc le fait de venir se former ici en Europe, c'est très bien, mais il faut que cette formation soit collée à nos réalités sur le terrain. Donc maintenant, si par exemple les pays du sud-est asiatique se sont développés à leur façon, et puis aussi avec le transfert de technologie, ils avaient mis des règles, des lois en place pour qu'il y ait de véritables transferts de technologie. Avec la STOF, etc. Justement, voilà. Et les firmes occidentales ont quand même accepté ça. Donc, pourquoi pas faire la même chose en Afrique? C'est un gros marché. D'ailleurs, il y a un marché en 2050, il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. On va aborder rapidement. Tout à fait. Oui. Donc, pourquoi pas faire la même chose en Afrique et obliger les entreprises, au moment des contrats, stipulés sur les contrats qu'il faut un transfert de technologie pour que les ingénieurs africains aussi apprennent à fabriquer des smartphones ou des tablettes. Voilà, justement, donc c'est faisable. C'est faisable. Au Congo-Brazzaville, on commence à fabriquer comme des smartphones. Hein, voilà, donc c'est juste la volonté politique. Il faut juste mettre en place la volonté politique pour que cela soit possible. Donc c'est la nouvelle génération qui peut faire ça. Parce que cette nouvelle génération a fait les mêmes écoles que les
jeunes dirigeants occidentaux. Donc, ils peuvent quand même aussi, ils ont les mêmes visions qu'eux, ils peuvent exiger à ce que ce transfert de technologie soit possible. Donc, la classe politique africaine actuellement est usée. C'est une classe politique qui est vieillissante, donc qui doit partir, qui doit céder la place à cette nouvelle génération pour que l'Afrique puisse réellement décoller. On regarde l'histoire, on revient encore beaucoup plus en arrière par rapport au royaume du Congo. Avec un cas, on se rend compte qu'à l'époque, le roi ou les reines, Nzigankouf ou le roi ou la reine Kipavita, géraient bien leurs grandes institutions. Ils n'avaient pas la matière grise que les gens ont aujourd'hui. Comment se fait-il qu'eux géraient bien leur époque et aujourd'hui on n'arrive pas à gérer cette époque? Ma foi, j'ai envie de dire question de culture, simplement. Ça correspond à une culture. C'est essentiel. À l'époque, l'imprégnation occidentale n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, déjà. Nos populations... Les paraboles, les télés, les smartphones, nous n'avions pas etc. tout ça. Nous avions des sociétés classiques et traditionnelles, avec un fonctionnement très hiérarchisé, respecté, et où tout le monde retrouvait son compte, où il n'y avait pas de corruption. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. La corruption ne vient pas de l'Afrique. On nous l'a apporté, on nous l'a imposé. Comme Mobutu disait, il faut un corrupteur quelque part. Exactement. Donc aujourd'hui, on subit cet effet de corruption. Ça dure depuis 50 ans. Il y a bien un moment donné, il va falloir qu'on fasse cesser cette hémorragie-là. Mais on ne pourra pas y arriver si on continue à considérer qu'il faut continuer à travailler avec ceux qui sont déjà en place. Et dont mon cher ami l'a rappelé tout à l'heure, la moyenne d'âge de ces grands hommes d'État, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais, il faut le rappeler, est à peu près de 70 ans. Donc c'est une classe qui est vraiment vieillissante et il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent nous transmettre le témoin. C'est une nécessité, c'est même pas une option, c'est un devoir. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que la jeunesse africaine demain sera politisée, sera assujettie par la jeunesse occidentale de demain, simplement. Donc c'est le même schéma qui se poursuivra et au final, les jeunes Africains n'en tireront pas profit. Alors, je récupère votre terme, on parle de l'assujettissement, les jeunes sont assujettis aujourd'hui, même l'Afrique est assujettie par rapport aux institutions bancaires, financières, de Bretton Woods, etc. Absolument. Alors, par rapport à l'ajustement structurel, c'est pas ça qui a un peu déréglé les choses en termes de gestion où nos technocrates n'ont pas pu faire les choses comment ils devaient le faire, comme ils devaient le faire. Ce contre quoi, moi, je me suis toujours insurgé, parce que je l'ai compris, c'est cette facilité qu'on a toujours eue à continuer à accorder des crédits mirifiques aux pays africains sans leur dicter une ligne de conduite. On ne peut pas, quand on est le FMI, le Fonds monétaire international, la BAD, ou même l'aide publique au développement français, continuer comme ça à alimenter des États africains sans demander des comptes en retour. Moralité de l'histoire, derrière, il y a certainement eu des transactions occultes sur les ressources et les matières premières du continent africain, mais le fait est qu'aujourd'hui, l'Afrique est très endettée. Et même alors que nous avons des PIB importants, de l'ordre de 5,5, en moyenne en CEMAC, c'est 5,5 ou 6. En zone UEMOA, c'est beaucoup plus important. Malheureusement, j'ai envie de dire, les populations africaines ne profitent pas véritablement de cet engouement. Alors, vos solutions par rapport à tout cela, quand je parle de vos solutions, je commence par, bien entendu, notre ami Kara Soli, qui est journaliste spécialiste en Afrique de l'Ouest. Oui, donc effectivement, donc le 7% de croissance, normalement, doit profiter à beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que j'ai lu le rapport de la Banque mondiale qui disait que la pauvreté a baissé en Afrique de 1990 à 2015, donc passant de 52% à 43%. Bon, mais si cette pauvreté a baissé, donc ça veut dire que ça a profité à la classe moyenne, une classe moyenne donc qui passe de 300 millions de personnes à 500 millions de personnes. Mais tout cela n'est pas suffisant parce que toujours ce sont les mêmes qui s'en sortent. Et que la grande majorité des populations africaines, surtout les populations rurales, n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, normalement, il doit y avoir une politique assez équitable, surtout envers les populations rurales. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas les mains libres. Elle n'a pas les mains libres parce qu'elle est gérée indirectement par l'Occident, par l'extérieur. Donc les dirigeants sont
mis en place par les autres. Donc celui qui vous met en place, eh bien, vous êtes obligé de... Vous soyez gardé le diplôme ou pas. Justement, voilà, exactement, que vous soyez diplômé, hyper diplômé ou pas, donc vous êtes obligé de l'obéir, de faire ce que la personne veut. Donc s'agissant des dirigeants qui abandonnent le pouvoir par leur propre gré, comme le président Senghor l'avait fait, aujourd'hui, il y a les chefs d'État, nous voyons que dans beaucoup de pays, ils cherchent à modifier leur constitution pour perdurer au pouvoir, pour rester encore au pouvoir, tout simplement parce que ce n'est pas des gens qui ont le courage politique maintenant de passer le témoin et de penser d'abord au développement de leur propre pays, mais ils pensent d'abord à eux-mêmes et à leur entourage. Ils pensent à leur entourage. Alors, les vraies solutions par rapport à tout ça, comment sortir de l'ornière, parce que c'est une situation, c'est une souffrance terrible. En l'an 2050, nous serions 2 milliards d'habitants, alors la jeunesse, vous avez parlé, le pourcentage au niveau de jeunesse, c'est assez énorme, c'est une richesse et ressources extraordinaires. Comment faire? Et des gens aussi bardés des diplômes, bien sûr, comme vous d'ailleurs. Exactement. Je pense que, oui, il y a des possibilités pour en sortir. Ça va commencer par une formation qualifiante déjà. Ça va commencer aussi par la nécessité d'inclure dans les programmes scolaires au niveau des lycées, par exemple. Quoi. Il est venu, sorti de nulle part et est devenu Premier ministre. C'est un peu ça. Il y a de ça, mais ce que je voulais préciser, c'est que, pour être très concret, sur l'Afrique aujourd'hui, les questions de politique ne sont pas abordées à l'école. Et c'est grave, c'est dramatique. Parce que du coup, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Or, on devrait précisément inclure dans nos régimes, enfin, nos programmes scolaires, à partir du lycée, ça serait bien, par exemple, un programme sur ce qu'est une constitution, comment elle marche, comment sont votées les lois, d'accord? Et au niveau des constitutions, déplafonner considérablement, par exemple, l'âge plancher qui permettrait de devenir un député. Si je prends le cas de mon pays à moi, avec l'ancienne constitution donc, du 20 janvier 2002, c'était 40 ans, je pense. Oui, 40 ans. Oui, c'est 40 ans. C'est 40 ans. Aujourd'hui, c'est passé à 30 ans, j'ai envie de dire, c'est pas assez. Parce que l'âge ne fait pas, au fond, la capacité à raisonner et à réfléchir. Ce qui va permettre justement que demain l'Afrique soit consciente de ses richesses, c'est d'instituer dans les cursus scolaires, au lycée et à l'université, des programmes axés directement sur la politique du pays, sur ses richesses géologiques, minières, sur son pétrole, comment on l'exploite, les filières, voilà. Et au-delà de ça, mettre des partenariats, de véritables partenariats avec les grandes firmes occidentales. Pour le coup, on n'a pas trop le choix, puisqu'en Afrique, on n'a pas ces firmes-là. Donc il faut les faire venir, qu'elles puissent opérer un transfert de compétences et de technologies pour qu'on puisse avancer. 1 minute 30, il vous reste à faire aussi, bien entendu, oui, tout à fait, la solution. L'hommage aussi à notre ami qui vient de partir. Il reste 1 minute 30. D'accord, très bien. Donc, comme mon ami, donc nous avons un ami, Monsieur Parfait, oui, on a un ami qui a disparu, Monsieur Saïd. Donc, nous voulons lui rendre hommage en lisant donc un peu son parcours et sa biographie. Donc, il s'appelle Saïd Eshmatola, un prénom qui signifie grandeur et noblesse de Dieu. Et il est né le 11 septembre 1957 à Kasr-Chirin, dans la province occidentale de Kermanshah, dans une famille de descendance husseinite. Il fait ses études primaires et secondaires dans cette ville, puis obtient son baccalauréat scientifique. Sur invitation de son frère, il décide de se rendre aux États-Unis pour poursuivre ses études, mais effectue une étape en France, laquelle durera 37 ans. Dans l'attente de visa, il débute des études de mathématiques à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'engage dans la voie de la révolution islamique, alors en cours en Iran, à travers l'association des étudiants musulmans. Depuis cette date, Eshma fait connaissance avec le monde associatif musulman et noue des connaissances et des amitiés qui ne seront plus démenties par la suite. Il déménage à Nancy en 1980 où il décide d'initier des études de linguistique et de littérature française à l'université. Il continue ses activités militantes et étudiantes en tant que membre actif de l'association des étudiants musulmans de cette université. Il y rencontre et se marie à une étudiante désormais convertie à l'islam, Christiane Guillaume, qui demeurera son épouse jusqu'à sa mort. Il
obtient une maîtrise de linguistique appliquée en 1984, diplôme en poche. Il débute sa carrière professionnelle à l'ambassade d'Iran à Bruxelles fin 86 où il exerce la fonction de chef de service de presse jusqu'en 1989. En 89, sur invitation du directeur de la Fondation pour la pensée islamique, le couple déménage à Téhéran. Eshma Tola est responsable de la publication du magazine Le Message de l'Islam en 92. Il est alors très actif dans l'organisation de conférences internationales, l'animation culturelle et l'interprétariat. Donc, merci à vous. Merci. Voilà. On voulait rendre hommage à notre directeur technique qui vient de nous quitter là. Donc, qui nous a bien entendu aidé à réaliser plusieurs émissions. Je tenais à rendre hommage, bien entendu, par ces messages que vous venez de lire. Nous sommes attristés et nos sincères condoléances à sa famille et à toute l'équipe, bien entendu, de Sahara TV. Notre émission vient de se terminer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. On pourra se retrouver pour un autre débat. Merci à vous et à très bientôt. Merci.